Il y a une raison silencieuse de relire un livre, le livre reste le même, mais vous ne l'êtes plus. Et quand vous y revenez avec d'autres yeux, la même histoire vous renvoie des leçons qui, autrefois, n'avaient nulle part où se poser. Pendant des années, j'ai relu Le Petit Prince comme on retourne dans un endroit trop beau pour être dangereux. Un livre, délicat, poétique, fait pour se rappeler l'essentiel. Et comme cela arrive à beaucoup de classiques devenus des objets d'affection collective, je me suis habitué à une manière de lire qui me laissait tranquille, confortablement installé. Jusqu'au jour où, et je me souviens très bien de la sensation, j'ai refermé le livre avec un malaise qui ne collait pas du tout à sa réputation. Un malaise d'adulte, sans enthousiasme, presque honteux, et si ce livre n'était pas un réconfort, mais un diagnostic? Et s'il ne cherchait pas à nous bercer, mais à nous démasquer? La question que je veux porter aujourd'hui est simple, et pourtant difficile à regarder sans se défendre. À quel moment ai-je appris à traiter les choses vivantes comme des tâches? Pas seulement les personnes. Tout. L'amitié comme un agenda. L'amour comme une gestion. Le temps comme un tableau Excel. Le soin comme une obligation. Même la tristesse, comme quelque chose qu'il faudrait régler. C'est de ce genre d'endurcissement que la vie adulte, parfois, se nourrit. Et c'est contre cet endurcissement que le Petit Prince travaille, sans crier, sans prêcher, mais en insistant sur une blessure, la blessure d'un monde où l'adulte a désappris à voir. Parce que le livre commence par une scène qui semble enfantine, un dessin, un enfant, un éléphant dans un boa, et très vite, elle se révèle être une scène de séparation. Ce n'est pas seulement un enfant incompris. C'est une conscience qui apprend au quelque chose de décisif. Pour être accepté, il me faut abandonner ma manière de voir. Et cet apprentissage, qui paraît normal, est peut-être le début de tout ce qui nous abîme ensuite. Saint-Exupéry publie Le Petit Prince en avril 1943, aux États-Unis, loin de la France occupée, en temps de guerre, d'exil, d'incertitude. Il était aviateur. Il connaissait le ciel, la chute, le désert, la solitude technique de celui qui vole et dépend des instruments, et en même temps, la solitude intime de celui qui est entouré de gens et ne trouve pourtant pas de langue pour l'essentiel. Je ne veux pas transformer cela en biographie. Une image suffit, un homme qui a vécu entre le haut et le sol écrit un livre où l'essentiel n'est ni en haut ni au sol, mais dans le lien. Et pour moi, c'est là le problème humain central de l'œuvre. Comment l'adulte survit-il à son propre endurcissement sans devenir cynique? Et, avec cela, que se passe-t-il quand nous perdons la capacité de domestiquer, c'est-à-dire de créer des liens qui nous rendent responsables? On présente souvent Le Petit Prince comme une série de messages intemporels sur l'amitié et l'amour. C'est vrai, mais cela peut devenir une lecture plate, presque décorative. Car Le Petit Prince ne dit pas seulement « aime ». Il montre le prix de l'amour, le prix de la présence, du temps, de la vulnérabilité, du risque de souffrir. Et il montre aussi le prix de ne pas aimer, un monde rempli de choses, mais vide de sens. C'est une œuvre qui parle directement à l'expérience adulte, parce qu'elle ne s'intéresse pas à la pureté. Elle s'intéresse à la perte. L'adulte est quelqu'un qui a perdu quelque chose et qui a appris à appeler cette perte maturité. Et le livre demande, avec une délicatesse implacable, et si ce n'était pas de la maturité, mais une amputation? Je veux entrer dans une lecture interprétative profonde du livre, comme cela nous intéresse ici, dans l'esprit de Harold Bloom, des personnages comme des forces psychologiques, comme des intensités qui révèlent des zones de la conscience. Le Petit Prince est court, mais il n'est pas petit. C'est un champ de force en miniature, le narrateur, le prince, la rose, le renard, le serpent, et les adultes des planètes, chacun comme une caricature qui, lue avec attention, cesse d'être caricature et devient miroir. Et je commence déjà par une idée inconfortable, ce livre n'est pas sur un enfant. Il est sur un adulte blessé qui tente de retrouver, non pas l'enfance, mais la capacité de sens que l'enfance avait avant de devenir marché. Le narrateur, l'aviateur, n'est pas seulement celui qui raconte. C'est une conscience adulte qui porte une faute originelle, il a renoncé à dessiner. Il a renoncé parce qu'on s'est moqué de lui. Et c'est essentiel. La vie ne l'en a pas empêché, c'est un jugement qui l'a façonné. On lui a dit, c'est un chapeau. Et il a accepté. Il s'est adapté. Il a appris à parler la langue des grandes personnes. Et voilà la première blessure moderne,
la vie adulte est souvent une longue adaptation au regard des autres. On apprend ce qui fait sérieux, ce qui sert à quelque chose, ce qui fait adulte. Et, pour entrer dans le moule, on abandonne ce qui semblait inutile, justement ce qui nous rendait humains sans calcul. Quand l'avion s'écrase dans le désert, le narrateur entre dans une situation limite. Camus dirait que ces situations limites, l'absurde, l'absence de sens, la menace réelle, exposent l'essentiel parce qu'elles retirent les distractions. Dans le désert, il n'y a pas de public. Pas de routine. Pas de réputation. Il y a la soif, le soleil, le temps, et la possibilité de mourir. Et c'est dans ce décor que surgit le Petit Prince. Son apparition est à la fois réelle et symbolique. Peu importe si cela s'est vraiment passé. Ce qui compte, c'est ce que cela signifie, un certain regard revient quand l'adulte se retrouve seul face à la fin. Le prince est la force de la question que l'utilitarisme n'a pas domestiquée. Il ne demande pas « Quel est ton métier ?» Il demande « Dessine-moi un mouton ». Et « Dessine-moi un mouton » est plus qu'une demande enfantine. C'est un test. Comme si le livre demandait au lecteur adulte « Es-tu encore capable de créer quelque chose sans finalité ? Peux-tu encore imaginer sans transformer l'imagination en outil ? Peux-tu encore servir l'inutile, c'est-à-dire l'essentiel, sans t'excuser ? Le narrateur essaie de dessiner. Il se trompe. Il recommence. Jusqu'au moment où, fatigué, il dessine une boîte et dit que le mouton est dedans. Et le prince accepte. Il accepte parce qu'il voit. Il n'a pas besoin d'une forme explicite. Il a besoin d'un espace pour imaginer. Et cette scène est l'une des plus silencieusement violentes du livre. L'adulte, avec son incapacité, manque de gâcher la demande, mais l'enfant, ou la force enfantine, sauve le sens parce qu'elle n'exige pas la littéralité. Et là, on peut entendre Northrop Free, Le Petit Prince à la structure d'un récit de quête, mais dans un registre qui mêle fable et élégie. Il y a un voyage à travers des mondes, des planètes, des rencontres avec des figures archétypales, un apprentissage, et un retour qui n'est pas un retour, c'est une perte. Ce qui semble simple est en réalité un chemin initiatique. Le narrateur traverse une sorte de rééducation du regard. Et cette rééducation fait mal. Car le prince ne vient pas pour divertir. Il vient pour révéler. Les planètes visitées par le Petit Prince sont souvent lues comme une critique des adultes. C'est vrai, mais ce n'est encore qu'une surface. Ce que Cervantes a fait avec Don Quichotte, en exposant le conflit entre imagination et monde, Saint-Exupéry le fait autrement, il expose la psychologie adulte comme un ensemble de réductions. Chaque planète réduit la vie à une seule fonction. Le roi est l'adulte qui a besoin de commander pour se sentir exister. Il ne gouverne pas des gens, il gouverne le vide. Et c'est une image très précise du pouvoir quand il se sépare de la responsabilité, il devient théâtre. Le roi donne des ordres qui s'ajustent à ce qui va de toute façon arriver, il ordonne au soleil de se coucher à l'heure où il se couche, pour préserver l'illusion du contrôle. Combien d'entre nous font cela, adultes ? Combien de fois appelons-nous « décision » ce qui n'a été qu'une adaptation à l'inévitable ? Combien de fois avons-nous besoin de croire que nous avons choisi, alors que nous nous sommes seulement rendus ? Le vaniteux est l'adulte qui vit d'applaudissements. Il ne veut pas une relation, il veut une confirmation. Il réclame l'admiration comme on réclame de l'oxygène. Aujourd'hui, ce personnage n'a même plus besoin d'une planète, un miroir et un public suffisent. La culture contemporaine, si affamée de visibilité, produit des vaniteux non par méchanceté, mais par manque. Et le livre, sans moralisme, montre le vide, être admiré n'est pas être aimé. Être vu n'est pas être connu. Le buveur est la figure de la honte circulaire, il boit pour oublier qu'il a honte de boire. C'est un cercle fermé, sans sortie. Camus reconnaîtrait là une forme d'absurde quotidien, une vie qui se répète sans sens, soutenue par l'anesthésie. Et l'adulte sait à quel point c'est fréquent, même sans alcool, on s'anesthésie avec le travail, la consommation, l'excès d'information, la distraction, avec tout ce qui évite la rencontre avec sa propre douleur. Le businessman compte des étoiles et dit qu'elles lui appartiennent. Il mesure, il note, il possède. Il ne contemple pas. Il ne se réjouit pas. Il accumule pour se sentir en sécurité.
Impossible de ne pas penser à Erich Fromm, qui a distingué avec une clarté terrible l'orientation de « l'avoir » et celle de « l'être ». Le businessman est l'avoir poussé au délire, il « possède » ce qu'il ne peut pas posséder, parce que posséder est sa manière d'exister. Aujourd'hui, cela prend 1000 formes, collectionner des abonnés, empiler des titres, optimiser son corps, enregistrer des réussites, transformer l'expérience en capital symbolique. Et la question que le livre pose est cruelle, quand tu comptes des étoiles, es-tu encore en train de vivre? L'allumeur de réverbère est une exception ambiguë. Il travaille sans cesse, obéissant à une règle absurde parce que sa planète tourne trop vite. Il est à la fois ridicule et touchant. Le prince l'admire parce qu'il n'est pas centré sur lui-même. Mais il est aussi prisonnier d'un devoir sans sens. Et là, le livre touche à un air moderne, le travail comme rituel qui a perdu sa finalité. L'adulte contemporain vit souvent comme un allumeur de réverbère, il exécute, il respecte, il tourne, il répète, et il ne sait plus pourquoi. Et pourtant, dans cette répétition, il y a quelque chose d'humain, il sert une lumière, même s'il ne comprend plus. Le géographe est l'adulte du savoir stérile. Il écrit sur des montagnes qu'il n'a jamais vues, des mers où il n'est jamais allé. Il organise le monde sans marcher dans le monde. C'est une critique directe de l'intellectualisme sans expérience, et c'est très actuel, la facilité à donner son avis, classer, conclure, sans vivre ce que l'on classe. Le géographe dit que les fleurs sont éphémères et qu'à cause de cela, elles n'entrent pas dans les livres. Le prince est bouleversé. Car il comprend que la rose, sa rose, est éphémère. Et ce choc est décisif, l'essentiel est éphémère. Et l'adulte, par peur de l'éphémère, préfère le permanent, le mesurable, l'utile. Sauf que le permanent est souvent vide. Le livre tout entier défend l'éphémère comme noyau du sens. Ces planètes ne sont pas seulement des satires. Ce sont des portraits de mécanismes de défense. L'adulte devient roi pour ne pas sentir son impuissance. Vaniteux pour ne pas sentir son insignifiance. Buveur pour ne pas sentir la honte. Businessman pour ne pas sentir l'insécurité. Allumeur pour ne pas sentir le vide. Géographe pour ne pas sentir le risque. Chacun est une fuite. Fromm appellerait cela, de manière générale, des mécanismes d'évasion face à la liberté et à l'angoisse. Et Saint-Exupéry, sous forme de fable, montre la même chose, quand le lien ne soutient plus, l'adulte s'accroche à des fonctions. Mais le centre du livre n'est pas dans les planètes. Il est dans la relation du petit prince avec la rose et avec le renard. Et c'est là que la lecture adulte doit devenir plus sobre, parce qu'il existe une tentation sentimentale qui abîme le texte, transformer tout cela en jolies phrases. Je veux faire l'inverse, traiter le lien comme tragédie et comme formation, pas comme message. La rose est sans doute le personnage le plus mal compris. On la lit souvent comme capricieuse, vaniteuse, toxique, et le prince comme naïf. Cette lecture est pauvre, parce qu'elle veut résoudre le roman avec une psychologie d'étiquette. La rose est une force psychologique. Elle est l'objet d'amour qui demande du soin et, en même temps, qui blesse. Elle est la beauté qui humilie. Elle est la fragilité qui se déguise en orgueil. Elle est l'être aimé qui ne sait pas aimer correctement. Et c'est profondément humain. Le prince prend soin d'elle. Il arrose. Il protège. Il écoute. Et en même temps, il se sent blessé par sa vanité. Il ne comprend pas que la vanité est une peur. La rose se montre parce qu'elle a la terreur d'être jetée. Elle est unique sur sa planète, mais elle sait qu'elle peut mourir. Alors elle se protège avec des phrases, des exigences, des dramatisations. Pas forcément pour dominer, mais pour se sentir en sécurité. Et le prince, lui, est trop jeune, ou trop pur, pour comprendre qu'aimer n'est pas seulement offrir, mais aussi interpréter. Il prend tout au pied de la lettre. Il se vexe. Il s'enfuit. Cette fuite est le point tragique. Parce que la fuite du prince n'est pas seulement l'aventure. C'est une fuite devant le poids de l'amour. Et là, le livre touche quelque chose que l'adulte reconnaît avec gêne, on s'enfuit de ce qu'on aime quand aimer demande de la maturité. On s'enfuit quand l'autre révèle notre incompétence. On s'enfuit quand on comprend que l'amour n'est pas l'harmonie, mais un travail du cœur. Fromm disait que l'amour n'est pas seulement un sentiment,
c'est un art, il implique le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance. Le prince a le soin et la responsabilité, mais il n'a pas encore la connaissance. Il ne connaît pas la langue de la rose. Il ne voit pas que derrière les exigences, il y a une demande de sécurité. Il part. Et en partant, il découvre le monde, et il découvre que la rose n'est pas la seule, au sens biologique. Il y a un jardin de roses. Le choc est brutal, l'unicité de l'être aimé, qui semblait absolue, se relativise devant la multiplicité du monde. C'est un des moments les plus adultes du livre. Parce que dans la vie adulte, quelque chose de semblable arrive, on découvre que ce qu'on croyait unique existe aussi sous d'autres formes. Et cela peut détruire l'amour, si l'amour reposait sur la rareté, ou au contraire l'approfondir, si l'amour reposait sur le lien. Le prince, un instant, s'effondre. Il se sent trompé. Il se sent ridicule. Il se sent petit. C'est la même blessure que Don Quichotte face au monde, l'idéal rencontre le réel et saigne. Et alors apparaît le renard. Le renard est l'une des grandes inventions morales de la littérature moderne, parce qu'il dit quelque chose qui paraît simple et qui est terrible, tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Le monde en a fait une phrase pour cadre. Le livre, en réalité, dit quelque chose de bien moins confortable, le lien crée une obligation. Et l'obligation du lien n'est pas un contrat, c'est un destin. C'est le prix d'avoir aimé. Le renard demande à être apprivoisé, c'est-à-dire à ce qu'on crée des liens. Et il explique le processus, l'approche lente, la patience, le rituel, la répétition. C'est l'exact contraire de la culture de l'instantané. Aujourd'hui, on veut une amitié rapide, un amour rapide, une intimité rapide, et quand cela ne vient pas, on remplace. Le renard décrit une méthode ancienne, le lien exige du temps. Et le temps, pour l'adulte moderne, est le bien le plus rare. Voilà pourquoi l'œuvre fait mal, elle réclame ce que nous n'avons pas, ou ce que nous ne voulons pas donner. Le plus important, c'est que le renard redéfinit l'unicité, ce n'est pas la nature de la rose qui la rend unique, c'est le temps que le prince a dépensé pour elle. Ce qui rend quelqu'un unique, ce n'est pas une essence mystique, c'est l'histoire que vous avez construite. Et cela forme profondément la conscience adulte, parce que cela détruit deux illusions, l'illusion romantique de « l'âme sœur », comme destin déjà écrit, et l'illusion cynique de « ça revient au même ». Non, ça ne revient pas au même. Mais ce n'est pas un miracle non plus. C'est du temps. Du soin. De la répétition. Du risque. Et là, on peut entendre Camus, dans un monde sans garantie métaphysique, le sens n'arrive pas tout fait. Il se construit. Le renard apprend au prince à construire du sens par le lien, pas par la théorie, pas par la possession, par la présence. Et cela parle directement, discrètement, à nos jours, nous vivons entourés de moyens de communication, mais pauvres en présence. On parle tout le temps, et on se rencontre rarement. On a accès à beaucoup de gens, et des liens avec très peu. Et quand on a des liens, on essaie souvent de les réduire à quelque chose de gérable, définir la relation, gérer les attentes, optimiser la coexistence. Il y a une utilité à cela, mais il y a aussi une perte, le lien n'est pas entièrement administrable. Il comporte une zone de mystère, d'imprévisibilité, de souffrance. Le livre ne promet pas le bonheur, il promet la responsabilité. Et la responsabilité est à la fois ce qui nous sauve et ce qui nous blesse. Car la responsabilité implique que l'on peut perdre. Et si l'on peut perdre, on souffrira. Le renard le dit presque cruellement, il sait qu'il pleurera quand le prince partira. Et pourtant, il veut le lien. Parce que le lien donne une couleur au blé. Avant, le blé était du blé. Après, le blé devient souvenir. Et c'est une des phrases les plus adultes du livre, la douleur du lien est le prix de la couleur. L'adulte, souvent, choisit l'inverse. Il préfère la neutralité pour ne pas souffrir. Il préfère le gris pour ne pas pleurer. Le livre demande, est-ce que cela vaut le coup? Et puis il y a le serpent, qu'on lit souvent comme un symbole de la mort. Oui, mais pas seulement. Le serpent est la force du retour. La force de la fin qui est passage. Il parle en énigme parce que la fin est toujours énigmatique. Le prince veut retourner vers sa rose. Pas, fuir le monde.
retournez vers le lien. Et ce retour exige de traverser une frontière que le corps ne traverse pas. Le livre ne romantise pas entièrement cela, il laisse un silence dur. Le narrateur reste avec la perte, avec l'absence, avec le doute. Et ce doute est central. Parce que si le livre se fermait sur une certitude, il deviendrait un réconfort bon marché. Ici, la lecture adulte doit être tragique et retenue, le prince disparaît. Le narrateur reste. Et il demande au lecteur que, s'il rencontre le petit garçon, il le prévienne. Cette demande est un geste de dénuement. Ce n'est pas une morale. C'est un manque. Camus, en pensant l'absurde, insistait sur une chose, ne pas se mentir avec des consolations faciles. Saint-Exupéry, autrement, maintient l'ambiguïté, le prince est-il revenu? Le prince est-il mort? Le prince existe-t-il comme mémoire? Le texte ne ferme pas. Et c'est précisément là qu'il agit sur le lecteur adulte, parce que l'adulte vit d'absence. Il vit de choses non résolues. Il vit d'adieux qui n'ont rien appris. Il vit de pertes sans explication. Le livre ne promet pas une guérison. Il offre une manière de regarder la perte, comme une part du lien, pas comme un échec du lien. Je veux maintenant relier cela au présent de façon plus directe, sans transformer le roman en commentaire d'époque. Aujourd'hui, il existe une esthétique de la sensibilité. On cite Le Petit Prince pour avoir l'air profond. Il y a une industrie de « l'essentiel » qui, paradoxalement, vend l'essentiel comme un produit. C'est presque une ironie interne au livre, le businessman qui possède des étoiles réapparaît quand on transforme des phrases en marchandises. Alors la question contemporaine n'est pas « connais-tu l'essentiel ?» La question est « vis-tu d'une manière qui permette l'essentiel ?» Parce que l'essentiel exige du temps, et le temps exige un renoncement. Il exige de dire non à beaucoup de choses qui nous distraient. Il demande un courage presque anachronique, le courage de rester. La culture contemporaine entraîne le contraire, elle entraîne le remplacement. Le suivant. L'impatience. Le tri, le jetable. Quand quelque chose demande un effort, on remplace. Quand quelqu'un demande un effort, on remplace. Quand une relation demande du rite, on s'échappe. Et en même temps, la solitude augmente. Pas seulement la solitude physique, mais la solitude de ne pas être connu. De ne pas être apprivoisé. Fromm dirait que l'amour est une pratique, qu'elle dépend de la maturité et du dépassement du narcissisme. Et le narcissisme contemporain n'est pas seulement de la vanité, c'est de la fragilité. On a besoin d'une validation constante parce qu'on n'a pas de centre. Le vaniteux, sur sa planète, c'est cela. Et nous, adultes, nous y entrons sans le voir, nous voulons être vus, confirmés, et nous finissons épuisés. Le livre suggère, en silence, un autre chemin, être vu par quelqu'un de précis, dans une relation construite, vaut plus que d'être vu par beaucoup, de manière vide. Mais ce n'est pas un slogan. C'est un coût. C'est un risque. Nous vivons aussi à une époque où la langue de « l'utile » a envahi tout. Même le repos doit être productif. Même l'amitié doit apporter. Même la lecture doit servir. Le géographe, sur sa planète, c'est cela, il enregistre, il classe, mais il ne vit pas. Et le narrateur, au début, est déjà un peu cela, il devient pilote, technicien, adulte fonctionnel, et il abandonne le dessin. Le prince ramène le dessin comme nécessité, pas comme loisir. Et c'est très actuel, retrouver une dimension non utilitaire, ce n'est pas un luxe, c'est une survie de l'âme. Il y a encore un point au sujet de l'enfance. Le livre n'idéalise pas l'enfant comme pur. Il idéalise une manière de regarder. Mais ce regard n'appartient pas seulement à l'enfance biologique. C'est une possibilité de la conscience. L'adulte peut la retrouver. Et retrouver ne veut pas dire régresser. Cela veut dire redevenir capable d'attention. Car ce que le prince fait, tout au long du récit, c'est prêter attention. L'adulte, souvent, ne prête pas attention. Il calcule. Si je fais passer l'ombre de Louise Felipe Pondé, ce serait pour ajouter une prudence, il existe un sentimentalisme qui fait du Petit Prince un objet d'auto-illusion. On se laisse toucher par la phrase, et on continue à vivre comme un businessman. Et c'est fréquent.
Nous sommes des spécialistes de l'émotion sans changement. Le livre, dans une lecture mûre, demande autre chose, il demande de la lucidité. Il demande de reconnaître où nous sommes devenus des planètes. Que révèle cette œuvre au lecteur adulte? D'abord, elle révèle que la perte de l'imagination n'est pas un détail. C'est une rupture existentielle. Quand on cesse de voir, on cesse de vivre pleinement. On commence à exister en fonction. Et cela paraît sûr, mais c'est une mort lente. Ensuite, elle révèle qu'aimer est risqué et coûteux, et que ce coût n'est pas un défaut, c'est une preuve de réalité. Le renard enseigne que le lien donne la couleur, et qu'il donne la douleur. L'adulte qui cherche seulement la sécurité affective peut finir avec une vie sans couleur. Elle révèle aussi que l'être aimé n'est pas unique par essence, mais par histoire. C'est libérateur et terrible. Libérateur, parce que cela enlève la superstition du « destin ». Terrible, parce que cela met la responsabilité sur vous, vous construisez l'unicité par le temps que vous donnez. Elle révèle encore que la honte et l'orgueil sont des langues de la peur. La rose n'est pas « mauvaise ». Elle est fragile, et elle se défend. L'adulte apprend, ou devrait apprendre, à lire cela, derrière des exigences, il y a des demandes. Derrière la vanité, il y a de l'insécurité. Cela ne veut pas dire tout accepter. Cela veut dire comprendre avant de réagir. Elle révèle, cinquièmement, que le monde adulte est rempli de fuites déguisées en vertu, le pouvoir, l'admiration, l'anesthésie, la possession, le travail mécanique, le savoir stérile. Et le livre nous demande, avec une douceur dure, quelle est ta fuite préférée? Elle révèle, sixièmement, que l'essentiel est éphémère. Et pour cela, il exige la présence. L'adulte qui vit en disant, quand j'aurai le temps, découvre trop tard que l'éphémère est déjà parti. Et elle révèle enfin que l'adieu n'est pas un accident de la vie, il en est la forme. On aime en sachant qu'on peut perdre. On vit en sachant que cela se termine. Et malgré cela, on choisit le lien. Pas parce qu'il garantit le bonheur, mais parce qu'il donne du sens. Camus appellerait cela une forme de révolte lucide, dire oui à l'humain sans garantie. Je reviens alors à la question du début, à quel moment ai-je appris à traiter les choses vivantes comme des tâches? Et j'ajoute une seconde question, plus silencieuse, ce que j'appelle maturité, est-ce que ce n'est pas seulement une peur de souffrir? Je ne veux pas conclure par une réponse. Parce que le livre ne conclut pas. Il laisse une demande, si vous rencontrez le petit prince, prévenez-moi. Et cette demande est, au fond, une demande de mémoire. Une demande pour que nous ne laissions pas mourir, en nous, la capacité d'être touchés par ce qui ne se mesure pas. Peut-être que le maximum qu'un lecteur adulte puisse faire en refermant ce livre, c'est choisir une petite fidélité. Donner du temps à quelqu'un. Prendre soin de quelque chose de vivant. Ralentir le regard. Ne pas tout transformer en possession. Ne pas tout transformer en statistique. De petite fidélité. Rien d'héroïque. Mais du réel. Dans la prochaine vidéo, je veux poursuivre sur cette ligne, comment certains livres, apparemment simples, cachent une éthique exigeante du lien et de la responsabilité, et comment cela nous aide à traverser le quotidien contemporain sans cynisme et sans auto-illusion. Si ce texte vous a accompagné, ne serait-ce qu'à un endroit plus silencieux, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela soutient la continuité de la série, et cela nous permet de continuer à relire, parce que le livre n'a pas changé, mais nous, oui, nous avons changé.